Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici pour deux choses, enfin trois choses. La première, c'est qu'il y a un barbecue. La deuxième, c'est que c'est la première fois que je fais un ch'ti jug. Et la troisième chose, c'est que j'ai développé. Ah, ça marche pas. Ah bah ça y est, l'effet démo avant même que ça commence, quoi. Ah, quelle poisse. Bon, on va faire comme ça. Du coup, la troisième raison pour laquelle je suis content, c'est que j'ai développé une super API en Java. Donc ça, c'est moi vraiment super content de mon API. Je vais vous la présenter juste après. Et du coup, maintenant, j'ai besoin de déployer mon API et pour ça, je vais devoir la conteneuriser. Donc, j'ai besoin d'un Dockerfile. Sauf que moi, Docker, bon, je m'y connais un petit peu, mais je m'y connais pas trop non plus, j'ai pas toutes les bonnes notions, etc. Donc, pour aller plus vite, je me suis dit que j'allais faire appel à un ami à moi pour générer le Dockerfile, justement. Bon, on est en 2026, hein, cet ami du coup c'est ChatGPT, vous vous en doutez. Donc je vais demander de me générer un Dockerfile pour justement conteneuriser mon API Java. Et donc voilà ce qu'il m'a généré. Donc c'est plutôt simple, ça a l'air plutôt fonctionnel. On part d'une image de base, on définit un workdir, on copie le jar, etc. Bon voilà. Mais il y a quand même deux trois choses qui vont pas dans cette image, dans ce Dockerfile qui est généré. Alors, la première chose, c'est que du coup, on part d'une image qui est une JDK en fait. Sauf que, bon, en prod, après, quand l'application elle tourne, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une JDK. On a juste besoin d'une JRE pour faire tourner Java et c'est tout. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que visiblement, il n'y a pas d'instruction user. Donc, en fait, si ça n'a pas été redéfini dans l'image de base, et ce qui est souvent le cas, en fait, on tourne en route. Donc, ça, déjà, c'est un problème. Et moi, comme je ne m'y connais pas trop, je ne le sais pas forcément, normalement. Et la troisième chose, c'est que du coup, j'ai un layer ici qui correspond à mon jar. Et en fait, ce jar, il peut très vite monter. Si par exemple l'appli elle a pas mal de dépendances, il peut très vite être assez gros et faire plusieurs dizaines de mégaoctets, voire quelques centaines, 150 mégaoctets, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que du coup, si je change une ligne de code, en fait, mon jar, c'est un nouveau jar de 120 mégaoctets par exemple. Et donc, si je rebuild mon image, en fait, j'ai tout ce gros layer qui va être repush sur ma registry, pardon, alors qu'en fait, j'ai changé une ligne de code, ou deux ou trois. Voilà. Donc, c'est pas terrible. La deuxième solution, du coup, c'est de passer par Docker Init. C'est quelque chose qui a, je dirais, 3-4 ans peut-être maintenant, quelque chose comme ça, et qui permet globalement, on va nous poser deux trois questions, et ça va permettre d'initier justement un Dockerfile à partir du type d'application qu'on a, etc. Donc je lui ai demandé justement, j'ai répondu aux questions, et voilà ce qu'il m'a généré. Donc j'espère que dans le fond vous arrivez à lire, parce qu'à la fin il y a un test dessus. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Globalement, il y a 4 grandes étapes dans ce Dockerfile. C'est un Dockerfile en multistage, donc bon, plutôt pas mal pour l'optimisation, etc. Mais on va voir un petit peu quand même les problèmes aussi qu'il y a. Globalement, la première étape, c'est la partie build, même téléchargement des dépendances. Bon, voilà. C'est tout. Deuxième étape, c'est la partie package. Donc là, je vais vraiment builder mon application, construire mon jar. Et dans l'étape d'après, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire mon jar. Alors ça, c'est une technique qui est assez intelligente, mais globalement, ce que ça fait, c'est que ça va prendre le jar et ça va l'éclater en fait en différentes couches. Typiquement, il y aura une couche pour les dépendances, il y aura une couche pour la partie configuration, etc. Une couche pour la partie code, donc vraiment les classes qui sont générées, etc. C'est plutôt pas mal, mais on va voir que c'est quand même pas optimal. On va y revenir juste après. Et a priori, ça serait que pour du Spring Boot, mais j'avoue que j'ai pas testé sans Spring Boot, donc à vérifier. Voilà. Et la quatrième étape, c'est la partie assemblage, où justement, donc là en fait, on va reprendre ces différentes couches dont je vous parlais. Alors, est-ce que j'arrive à faire ça? Oui, parfait. Donc on va prendre les différentes couches justement ici qu'on a extrait tout à l'heure. Donc la première, c'est celle sur les dépendances, puis sur la partie Spring, etc. Et donc, on va builder notre image finale. Ça y est, là, on a l'entry point qui est défini pour lancer l'application, etc. Donc, l'optimisation des layers, c'est pas mal, comme je le disais. Le but, c'est que justement, si je change une ligne de code, le layer sur mes dépendances ne change pas. Donc, j'ai pas envie de rebuilder ce layer-là et seulement de push sur la registry, par exemple, sur Docker, seulement les fichiers de classe qui ont changé par mes lignes de code et pas celles sur les dépendances.
Donc il y a quand même un petit problème par rapport à la reproductibilité là-dessus, on le verra juste après. Donc globalement, là ce qu'on voit sur ce Dockerfile, c'est qu'il est quand même assez complexe à maintenir. Donc ok, il est complet, il a l'air optimisé, mais il est très complexe à maintenir. Avec l'IA, c'est peut-être un peu plus simple, ok, mais on n'a pas forcément toujours non plus un ops dans l'équipe pour gérer ce genre de Dockerfile assez bizarre. Donc globalement, je ne suis pas encore hyper satisfait de tout ça et j'estime qu'on peut encore faire un petit peu mieux. Donc je vous remercie d'être venu assister à ce talk et je vais vous parler donc de Gib et je vais vous proposer d'adopter le Dockerless pour vos projets Java. Et donc mon objectif durant ces 40-50 minutes qu'on a à peu près ensemble, c'est que je vous aide à vous débarrasser de vos Dockerfiles, aussi magnifiques soient-ils, j'en doute pas du tout. Alors, petit point sur moi-même, donc je suis Ludovic, je suis DevOps chez ADO depuis maintenant à peu près 5 ans. Et je suis passionné par tout ce qui touche à l'automatisation, donc la CI/CD, l'infra as code, etc., par l'observabilité et par la sécurité, donc en particulier peut-être plus la partie reverse engineering. Et d'un point de vue perso, j'aime beaucoup l'horlogerie, donc les belles montres, voilà. J'aime beaucoup la lecture et j'aime beaucoup le pilotage de drone. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent là-dedans et qui vous plaisent aussi, n'hésitez pas à venir m'en parler pendant le barbecue. J'ai créé une chaîne YouTube il y a quelques semaines, donc je suis en train de me lancer. Si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre. Si la partie DevOps, observabilité, sécurité, etc., c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même clarifier quelque chose. J'adore Docker. Vraiment, il ne faut pas s'y méprendre. Il y a quand même 2-3 petites choses que j'aime pas. La première chose, c'est ça. Donc, ça, c'est un Dockerfile qui est assez simple. Ok, j'ai peut-être un petit peu abusé. Dans la vraie vie, on retrouve pas exactement ce genre de choses. Encore heureux. Mais j'ai vu des choses qui s'en rapprochent quand même. Alors, donc qui est très simple, mais pareil, là, il n'y a rien qui va, parce qu'on part d'une OpenJDK latest sans spécifier de version fixe. On copie la terre entière, et puis du coup, avec potentiellement un petit bonus qui est un historique Git, des fichiers env, plein d'autres choses. Et on lance l'appli en mode compilation à chaud, enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va démarrer le conteneur, l'appli elle va être recompilée, etc. Parce que ça, c'est une commande qui est censée être uniquement pour la partie dev. Donc voilà, et par la même occasion, j'aime pas les Dockerfiles longs comme le bras, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. J'adore Docker, mais j'aime pas ça non plus. Est-ce qu'il y en a qui font du GitLab CI ici? Non, pas des masses. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème? Peut-être. Globalement, en fait, là, on essaye de lancer des commandes Docker, sauf qu'on est déjà en fait dans GitLab dans un exécuteur qui est un Docker en fait, mine de rien. Et donc, en fait, il y a des problèmes. C'est assez contraignant au niveau performance, sécurité, etc. C'est pas terrible. Faut trouver les bonnes lignes de conf qui vont bien pour corriger ce problème et réussir à faire du Docker in Docker. Voilà. Donc, j'aime pas ça non plus. Et j'aime pas ça non plus. C'est qu'en fait, là, pour expliquer globalement ce qui se passe, c'est que je build mon image une première fois. Donc, cette image a un certain ID. J'essaye de la rebuilder ensuite. Et sans même avoir changé le moindre fichier source, j'ai 2 images qui ont 2 ID différentes. Alors j'ai triché un peu parce que j'ai précisé l'option no cache pour dire que je ne veux pas utiliser de cache. Mais en fait, dans un contexte par exemple de CI/CD, on n'a pas forcément du cache. Les runners ne partagent pas forcément le même cache. Si je build mon image chez moi et que je la rebuild dans la CI, pareil, j'aurai pas le même ID. Alors qu'en fait, au final, j'ai les mêmes fichiers sources qui m'intéressent dans mon image. Donc c'est assez perturbant. Et du coup, je préfère Gib. Et comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de vous donner envie là, de tester l'outil et de vous débarrasser de vos magnifiques Dockerfiles. Alors, qu'est-ce que c'est que Gib? C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça date de 2018, donc j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que dans l'informatique, c'est une éternité. Mais c'est quelque chose qui est développé par Google et qui permet donc d'améliorer l'expérience de dev. Et donc pour ça, en fait, il va s'appuyer sur 3 grands principes, on va le voir. Donc le premier principe sur lequel il va s'appuyer, c'est la simplicité. Donc en fait, on n'aura plus besoin de Dockerfile parce que Gib, c'est un plugin Maven qui va s'intégrer, c'est aussi un plugin Gradle d'ailleurs, mais qui va s'intégrer du coup directement dans le cycle de vie de l'application et qui va permettre de construire les images de manière plutôt déclarative. Donc en fait, on va définir qu'est-ce qu'on veut dans notre image et non pas comment est-ce que Docker va devoir construire l'image, etc. Donc vraiment plus d'un point de vue
un peu comme les manifestes cubes pour ceux qui connaissent. On ne lui donne pas la recette, mais l'état qu'on veut, et donc là, dans l'occurrence, l'image qu'on veut. Le deuxième principe, c'est la rapidité. Donc, Gib va justement séparer les différentes couches de notre application pour que, à la fin, ça fasse différentes couches Docker. Et ce qui fait que, par exemple, si on va changer une ligne de code, ça ne va pas réinvalider le layer sur les dépendances ou sur les fichiers de configuration, les application properties, etc., qui sont stockés dans Git. Pareil, si on les change, c'est un layer dédié et donc c'est pas directement les fichiers sources, les classes en fait Java à la fin. Et donc le but aussi, c'est de pouvoir faire des builds itératifs. Si je change une ligne de code, voilà, je recompile pas tout et je push seulement ce qui a changé sur ma registry. Donc c'est bien d'un point de vue réseau, d'un point de vue stockage, etc. On y reviendra juste après. Et le troisième principe, c'est la reproductibilité. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, mais globalement, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je build une image Docker pour un projet Java à partir d'un fichier source, enfin d'un ensemble de fichiers sources, si ces fichiers-là n'ont pas changé, j'aimerais bien avoir la même image à la fin, avec le même ID, et de pas avoir des choses qui entrent en compte et qui font qu'à la fin, j'ai pas la même image. Donc pour ça, on va devoir parler un petit peu des layers et que je vous présente un petit peu comment Gib optimise tout ça. Alors, dans un cas classique avec Docker, quand on va venir builder notre image et la façon dont les layers vont être gérés, c'est qu'on va avoir notre base image qui fait quelques dizaines, centaines de mégaoctets. Donc là, j'avais pris cet exemple sur une vraie image, alors je ne sais plus laquelle, mais donc sur une image de base. Et au-dessus, donc on rajoute notre gros fadjar justement, qui fait, là, pareil, c'est un exemple réel avec une taille réelle de du coup 115 mégaoctets. Ok. Alors, on va passer sur la première démo. Et là, oui, non, perdu, j'ai plus mon terminal. Il est là. Ok. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire un petit cat du Dockerfile que j'ai généré. Donc là, c'est un exemple assez simple comme on a vu tout à l'heure. Hein. Hop, je vais revenir ici et avoir... Voilà, pour voir ce qui se passe quand même. Donc là, j'ai affiché mon Dockerfile, on copie le jar, etc. Jusque là, tout va plutôt bien, on va dire. Je pars d'une JRE, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure. Mon appli est compilé parce que c'est mon jar. Voilà. Bon, j'aurais pu mettre une instruction user, par exemple, ça aurait pu être un peu plus sympa. Et donc, je vais pouvoir builder mon image. Démo, et on va l'appeler docker-1. Voilà. Et je vais préciser que je ne veux pas de cache. Voilà. Donc là, on est parti. Et il y a moyen que ça ne passe pas, et c'est normal, parce que il faut que je fasse un clean package pour générer le jar. Et je vais skip les tests. Vous le faites jamais, hein. Vous skippez pas les tests, hein, j'espère. Ah, c'est terminé, c'est bon. Ok, donc là j'ai mon image. Jusque là, tout va bien. Et je peux faire un docker push. Pareil, si les dieux de la démo sont avec moi aujourd'hui. Docker 1. Alors docker push, pourquoi ça ne marche pas? Does not locally exist. Parce que j'ai pas buildé mon image. J'ai généré mon jar, mais j'ai pas buildé mon image. Donc on recommence. Je build mon image Docker et je vais pouvoir la push. Donc là forcément ça passait pas. Je suis pas connecté à Docker Hub et j'ai pas mes credentials sous la main. Donc bon, on va dire que mon image a été push. Faites comme si. Je vais du coup maintenant faire un dive de cette image-là. Alors Dive, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil qui permet d'inspecter le contenu d'une image Docker et qui permet de voir notamment les différentes couches et plein d'autres métadonnées. Donc là, si je fais un dive sur cette image-là, on va voir que voilà, j'ai mon gros jar ici, le layer qui correspond au gros jar, à mon gros jar, pardon, et qui a donc un ID, un AD. Voilà. C'est cet ID-là. Ok. Donc maintenant, je vais changer une ligne de code. src main. Et je ne vous ai pas présenté mon API, alors que j'en étais si fier. Et globalement, mon API, elle renvoie une liste de voitures, de marques de voitures. C'est utile, hein, c'est utile. Donc on va rajouter une marque.
Voilà. On va faire un clean package pour rebuilder mon application. Et du coup, on va refaire un docker build. Hop. Et donc là, je me retrouve avec une deuxième image. Et si je fais un dive, alors là, le but aussi, c'était que je fasse un docker push et que je vous montre que il y a plusieurs layers qui sont réutilisés, en fait tous, sauf celui sur le jar. Et celui sur le jar, bah, c'est le plus gros et du coup, il est repush sur la registry. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais au moins l'inspecter avec dive pour voir ce qui se passe. Et souvenez-vous, donc l'ID c'était un AD, donc effectivement, bah là l'ID il a changé, c'est plus un AD. Hop. C'est plus un AD, c'est F4 quelque chose. Et du coup, il fait bien, voilà, il fait 107 mégas. Donc là, en fait, en une ligne de code, je repush 107 mégas sur ma registry. Donc vous imaginez qu'à chaque PR, par exemple, ça peut très très vite s'accumuler. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un script secret, un script de cleanup, voilà. Et on va continuer. Alors. Comment il va faire Gib pour optimiser les images Docker, les layers. Donc comme je vous l'ai dit, on a notre image de base et là donc il va créer un premier layer sur la partie dépendance. Donc là c'est vraiment toutes les libs qu'on va utiliser. Et là ce qui est frappant, c'est qu'en fait on voit que 114 mégas pour le layer des dépendances, ça représente quasiment la totalité du jar initial parce qu'on voit que sur la gauche il était à 115 mégaoctets. Donc c'est énorme. Et en fait, les autres layers, ils vont représenter vraiment une partie beaucoup moins importante du jar, parce que là, on est sur de l'ordre de 10 kilooctets. Donc pareil, c'est des vrais exemples que j'ai pris. Donc là, on est sur une dizaine de kilooctets, ce qui est très peu. Et ce layer-là, c'est celui sur les ressources. Donc typiquement, c'est ce que vous avez dans le fichier ressources. Ça comprend de la config logback, par exemple, de la config application properties, etc. Donc ça, c'est un layer séparé. Et ce layer, ce qui est intéressant, c'est que comme il change un peu moins souvent que le code, bah pareil, il est mis avant la partie code, ce qui fait que si je change mon code, je ne vais pas réinvalider ce layer-là. Même si, du coup, l'inverse se produira. Si je change mon application properties, ça va invalider la partie code. Mais ça change moins souvent. Et le dernier layer, donc c'est celui sur les classes, donc vraiment le code source dans SRC, ce que vous écrivez dans votre point Java. Et donc là, globalement, vraiment, c'est quand vous changez une ligne de code, quand vous faites une PR, et ben voilà, ça va changer uniquement ce layer-là. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que justement, toute cette partie-là, enfin, les classes, donc la partie code source, vraiment, ça représente seulement 0,5%, là, avec ce calcul, du fat jar initial. Alors, pas de l'image Docker complète, etc., mais le fait d'éclater le jar, en fait, on se rend compte que notre code source qu'on écrit, globalement, c'est même pas 1% du jar final. Bon, bien sûr, ça dépend. Après, plus le code source grandit, si on n'a pas trop de dépendance, etc., ça varie un petit peu. Mais l'ordre de grandeur, il est là. Alors du coup, comment on l'utilise? Alors, vous voyez mes slides depuis tout à l'heure, non? Ah, j'ai eu peur. Donc, hop, je retourne ici. Et je jongle avec mes différents écrans pour tout voir. Ok, parfait. Donc, je vais me déplacer au bon endroit. Alors, je vais défaire mes changements. Hop. Git reset moins hard. Et git checkout. Je vais aller sur un commit en particulier. Voilà. Et donc là, normalement, ce que je vais pouvoir faire, c'est un mvn clean compile pour compiler du coup l'application. Et ensuite, je vais faire un gib de .build. Et donc là, on va voir que gib va se lancer et va générer mon image Docker. Donc là, on voit qu'il est en cours. On voit pas bien ce qui se passe en bas, je sais pas pourquoi. Hop. Bon, et bien sûr, il fallait bien une erreur, mais j'imagine que c'est la même, c'est que effectivement, je suis pas authentifié auprès de la registry. Bon. Là, ce qui est censé se passer, normalement, c'est que je vous montre ici sur ma registry Docker que j'ai mon image qui a été push. Voilà. Et globalement,
Voilà comment Gib s'utilise. C'est vraiment une commande Maven qui est intégrée et qui s'exécute juste après, en même temps que vos autres commandes. Et ce que je voulais du coup vous montrer, c'est que l'image a été push sur la registry, mais elle apparaît pas dans les images locales. Et en fait, mieux que ça, c'est que là, Docker n'est même pas démarré. Et je pourrais même ne pas avoir Docker sur mon PC, que ça fonctionnerait quand même. Et mon image, pourtant, bon, faut me croire sur parole, mais là, l'image, elle est sur la registry. Elle a bien été buildée, elle a bien été push. Bon, du coup, là, on vient de construire des images Docker, mais sans Docker. Comment est-ce qu'on a fait ce tour de magie? Alors, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, dans un mode de fonctionnement classique, vous voyez plus mes slides. Alors, attendez. Hop. Je me remets au bon endroit. Voilà. Donc, dans un mode de fonctionnement classique, on a donc notre projet. On va générer un jar avec la commande package. J'espère que c'est assez grand. Et à l'aide du Dockerfile, on va envoyer ça dans ce qu'on appelle le démon Docker. Donc c'est vraiment l'outil qui va venir construire les images Docker. Et donc le Dockerfile et l'ensemble des fichiers sources, etc., ça représente le build context. Donc c'est ce qui va permettre de générer l'image finale via la commande Docker build. Et ça va builder notre image dans la registry locale. Donc ce qui fait que si je fais un Docker image ls, Docker images, je vois mon image sur mon PC, mais pas sur ma registry. Et après, donc on fait un Docker push pour envoyer cette image sur la registry. Et avec Gib, du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Alors avec Gib, c'est un peu différent, parce qu'on a le projet, donc les fichiers sources, et modulo la compilation, pour avoir les fichiers classes, etc. En fait, Gib, il envoie ça directement dans la registry. Il se casse pas la tête avec un démon Docker, etc. Pas besoin de Dockerfile non plus, qui gère tout en interne. Donc, comment est-ce que c'est possible de pouvoir justement builder une image Docker, mais sans avoir Docker, l'envoyer sur la registry, etc. Alors pour ça, je vous propose donc une petite anatomie d'une image Docker, du fonctionnement, ou plutôt même, de manière générale, d'une image OCI. Donc OCI, c'est juste un format standard pour les images de conteneurs, ce qui veut dire que ça fonctionne aussi avec Podman ou autre. Voilà. Donc une image OCI, en fait, c'est juste une archive que vous pouvez exporter, donc au format tar.tar.gz. Et en fait, à l'intérieur, la structure, ça ressemble à peu près à ça. Enfin, ça ressemble à ça même. Alors globalement, ce qui est important de retenir, c'est que donc vous avez un fichier index.json qui reprend un petit peu, qui va donner toute la config de l'ordre des layers, quel manifeste il va aller récupérer, etc. En fait, c'est le fichier manifeste plutôt, pardon. Le fichier index va venir référencer potentiellement un ou plusieurs manifestes, parce que si je build mon image pour du ARM ou du x86, je pourrais avoir deux manifestes différents. Et globalement, c'est dans le manifeste où justement là on va donner un peu la configuration de l'image avec les variables d'env qui sont définies au niveau de l'image, l'entry point, l'ordre des layers justement à exécuter, etc. Et donc Gib, tout ce qu'il va faire en fait, c'est construire cette archive-là lui-même. Donc il va générer la structure qui va bien, et il va faire les appels API sur la registry pour justement directement envoyer le contenu de cette image, le fichier index.json, le manifeste, etc. Et donc en fait, il n'aura même pas besoin de passer par le démon Docker, et ça fonctionnera. Ok, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la migration pas à pas. On va partir de mon API, on va revenir sur les commits initiaux et on va faire la migration ensemble. Donc première chose, je vais me déplacer sur le premier commit, ici. Donc le premier commit, là c'est celui où on ajoute un petit peu tout le code, le Dockerfile, etc. Donc je vais étendre un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà, donc c'est le commit initial. Dans le deuxième commit, on fait la migration vers Gib. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, forcément, on a juste besoin de se débarrasser du Dockerfile. Et dans le pom.xml, on a rajouté ces 5 lignes de code. Et du coup, là, avec ces 5 lignes de code, ça y est, on a migré vers Gib. Alors, on a migré vers Gib, c'est un petit peu facile à dire. Là, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est builder l'image localement pour que si je fais un Docker images, j'ai mon image chez moi. Alors, c'est pas le but premier de Gib, mais donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi builder vos images localement pour pouvoir les tester, les lancer, etc.
Et donc là, en l'occurrence, sans donner d'informations supplémentaires sur la registry, etc., je peux que builder mon image localement en passant par le démon Docker. Encore une fois, c'est pas le but premier, c'est juste une facilité justement pour en local pouvoir le faire et builder nos images chez nous. Donc là, dans le commit d'après, justement, on rajoute un petit peu de configuration, la configuration un peu basique. Globalement, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'en fait, on peut surcharger l'image de base. Par défaut, il utilise, alors je ne sais plus exactement quelle image il utilise. À un moment, c'était du distroless, mais il me semble que c'est plus le cas, ils ont changé. Mais donc, dans tous les cas, vous pouvez spécifier votre image de base. Voilà. Et donner ensuite quelques infos sur typiquement l'image vers laquelle vous voulez builder votre appli. Et ensuite, du coup, les informations d'authentification sur la registry, ce que j'ai pas aujourd'hui. Et voilà. Donc ça, c'est la configuration un petit peu basique qui permet là justement d'utiliser Gib de manière assez classique. Commit d'après, c'est juste pour vous montrer un petit peu plus de configurations supplémentaires qu'on peut définir. Typiquement, hop, on peut venir ici faire du build multi-architecture. Donc je peux builder mon image à la fois pour du ARM et pour du x86, ce qui peut être utile en fonction. Je peux venir rajouter des extra directories, donc c'est comme si je faisais un copy en fait dans mon Dockerfile, typiquement pour venir rajouter des fichiers supplémentaires. Là en l'occurrence, j'ai rajouté un agent Datadog en fait, donc dans le dossier Gib qu'on voit pas ici. Est-ce que je peux le montrer à la limite? Hop, donc dans le fichier ressources Gib, voilà, hop. J'ai un agent Datadog ici qui sera donc copié dans mon image. Et ensuite, si je retourne du coup sur mon commit, eh ben non, je peux plus le voir. Ici. Et ça y est, j'ai tout cassé. Il faut que je... Ah voilà, c'est bon. Ok, donc je retourne sur ma configuration. Et donc en plus de pouvoir spécifier des fichiers que je veux avoir dans mon image finale, je peux aussi venir rajouter des arguments sur mon conteneur, par exemple des flags JVM à lancer, donc justement là pour charger cet agent Datadog que j'ai mis dans mon image. Je peux venir préciser des variables d'environnement aussi, et tout un tas d'autres choses. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Je vais ouvrir un terminal, si j'y arrive. Ça y est, je suis bloqué dans Git, je peux plus ouvrir un terminal. Ok, on y est. Donc, je vais démarrer Docker. Et je vais builder mon appli. Et là, je vais utiliser donc la commande gib2.docker build pour lui dire de builder l'image, mais sans la push sur la registry, et seulement la builder donc localement. Encore une fois, c'est pas le but premier, mais ça va nous permettre de voir que justement l'image peut aussi être construite et qu'elle va apparaître dans les images que j'ai sur ma machine. Voilà. Et donc là, si je liste mes images, et je vais faire un grep, oui, je suis en gib. Et donc là, voilà, mon image, elle est juste ici, avec le tag gib, parce que c'est bien le tag que j'ai précisé, hop, juste ici, voilà. Et là, il y a quelque chose qui est frappant quand même, c'est que l'image, elle a été construite il y a 56 ans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, pour ça, il faut qu'on parle un petit peu de reproductibilité. Alors, attendez, voilà, je remets tout comme il faut. Ok. Donc, je vais faire une petite démo sur la reproductibilité. Alors, vous vous souvenez au tout début, quand je vous ai parlé de le grand Dockerfile là, on avait extrait les différents layers pour gérer un peu mieux la reproductibilité et se dire que justement, enfin, l'optimisation des layers. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas bien avec ça quand même. Alors, je vais ouvrir un terminal, voilà, super. Donc, je vais faire un git reset, mais normalement tout est bon. Ok, super. Donc là, je vais faire quelque chose. Je vais retourner sur mon image de base, sur mon commit initial, où j'avais donc mon Dockerfile et je vais pouvoir exécuter quelques commandes Docker. Donc, je vais faire un premier build, comme j'avais fait tout à l'heure. Alors, je vais nettoyer un peu mes images pour que ce soit un peu plus simple. Donc, gib demo.
docker 1, ouais, docker image rm, non plus, iam udal, voilà, docker image rm, docker 2, voilà. Ce qui fait que maintenant j'ai juste mes images, j'ai juste mon image que j'ai générée avec Gib tout à l'heure. Donc je vais builder ici, hop, pardon, hop, pareil, avec moins no cache parce que je vais simuler quand même un cas où je suis dans une CI/CD. Et alors, bien sûr, je vais pouvoir refaire un clean package, parce qu'entre deux, le clean compile, il a viré mon package. Et donc, hop, là, j'ai mon image qui a été construite, tout va bien. Et en fait, elle a été construite à partir du jar qui se trouve dans le dossier target, qui est juste ici. Et donc, ce jar-là, il a été modifié aujourd'hui, 19h28. Et je peux calculer son empreinte à ce fichier jar. Donc globalement, ça veut dire son identifiant qui garantit qu'il n'y a aucun octet dans le fichier qui a changé. C'est un identifiant qui nous dit justement la composition. Alors, donc là, l'identifiant, c'est 63, d'accord, ok. Je vais utiliser une commande qui permet juste de changer la date de modification d'un fichier, donc sans rien modifier à l'intérieur. Ça, pareil, je vais vous le prouver. Donc je vais faire un touch. Et touch, ça permet juste de dire, bah voilà, je change la date de modification de mon fichier, par exemple parce que je viens de recloner les repos et qu'il y a des métadatas qui rentrent en compte, peu importe. Donc je fais un touch, je peux refaire un ls-l, et là en fait on verra bien que la date de modification maintenant c'est 19h29, et non plus 19h28, comme on l'avait juste ici. Jusque là tout va bien, ok. Je calcule l'empreinte de ce jar pour vérifier qu'elle n'a pas changé, et on est toujours bien sur 63, 63, tout va bien. Ah donc, qu'est-ce qui se passe si je rebuild mon image? Hop. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, Docker Images, et ben j'ai des images. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Bien joué. Et ben, on va recommencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un touch dans tous les cas. Je vais rebuilder. Et là, je vais l'appeler Docker 1, du coup, tant qu'à faire. Donc toujours avec les mêmes vérifications, hein. Je viens de faire un touch, ça n'a pas changé. Il y a juste la date de modification qui a dû passer à 19h30, parfait. Donc si je fais un dive, Docker 1, bah là le layer qui correspond à mon fichier jar, qui n'a pas changé en fait au final, hein, je le rappelle, là c'est 9BAC, d'accord. Mais en fait, sur Docker 2, bah, je vous le donne en 1000, hop, bah, le layer il a changé. Alors que le fichier n'a même pas changé en lui-même. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir une date de modification qui est différente, bah, ça a fait que le layer Docker est totalement différent, même si le fichier de base n'est pas différent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hop. En fait, quand on build une image Docker, il y a plein d'autres métadatas qui rentrent en compte dans la construction. Et donc, entre autres, il y a quand est-ce qu'on va builder l'image. C'est pour ça que je faisais des moins no cache pour réinitialiser un peu le moment où je buildais l'image, etc. Il y a la date de création et de modification des fichiers et sûrement tout un tas d'autres choses. Et donc, Gib, pour solutionner ça et garantir la reproductibilité, c'est-à-dire j'ai les mêmes fichiers sources, j'ai la même image à la fin, bah, du coup, il doit faire des petites ruses comme ça et justement définir des dates qui sont définies et qui ne varieront pas justement en fonction du moment où on va builder l'image. Cette date-là, d'ailleurs, elle peut être définie arbitrairement 1er janvier 1970, que vous devez connaître, mais vous pouvez aussi la changer si vous voulez, pour une raison ou une autre. Mais du coup, le plus important, c'est que forcément, cette date-là ne change pas à chaque build, sinon on perd l'intérêt de la reproductibilité. Et donc ce qui va faire aussi Gib, c'est bien ajouter les fichiers dans un ordre logique pour s'assurer que entre deux builds, en fait, il se passe vraiment la même chose et qu'à la fin on ait la même image. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un monorepo maintenant? On passe au niveau suivant. Et quand on a un monorepo, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même très très bien. Parce qu'en fait, hop, je retourne sur Git.
Quand on a un monorepo, là ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai splitté mon appli parce qu'elle devient assez grosse. Donc j'ai splitté mon appli en un module API qui renvoie toujours la liste des voitures et un module batch qui au final ne fait pas grand chose de mémoire, mais c'est pour la démo. Et donc si je me déplace dans ce commit là, voilà. Donc on voit bien que j'ai mes deux dossiers ici. Hop, et dans mon POM, donc j'ai pas changé la configuration de gib que j'avais définie. Donc ça, j'ai laissé la même pour le coup, la configuration un petit peu avancée que j'avais définie tout à l'heure. Et dans chaque dossier, en fait, ici par exemple au niveau de mon module batch, en fait j'ai même pas besoin d'utiliser gib et ça fonctionne. Et en fait, je vais pouvoir builder une image Docker pour le module batch et pour le module API également, sans avoir besoin de définir de configuration dans chacun des modules. Donc ça, c'est assez pratique si vous êtes du coup en monorepo et que vos différents modules sont aussi en Java. Forcément, ça ne fonctionnera pas avec des fronts, par exemple. C'est pas exactement pareil. Et là, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on peut quand même utiliser la configuration de gib pour surcharger la configuration qui vient du POM parent. Parce qu'en fait, là, la configuration, je l'ai toujours dans le POM parent, et en fait, ça va servir de configuration de base pour tous les modules qu'on va vouloir builder ensuite. Voilà. Et donc là, pour vous faire une petite démo de construction d'image, si j'arrive à ouvrir un terminal, voilà. Donc là, je peux faire un maven clean compile, gib, donc docker build, on va faire la même chose. Et on va voir que si je fais ça, donc à la racine de mon projet, là il y a la première image qui va être build, c'est l'image pour l'API. Et la deuxième image qui va être build, c'est l'image pour le module batch. Et donc là en fait avec cette commande, en fait on peut builder toutes les images Docker de tous nos modules hyper facilement. Et on peut aussi builder l'image Docker d'un seul module en particulier si on veut. Donc là, si je veux lui dire de builder seulement une image pour le module batch, eh ben, je peux lui dire de builder seulement pour le module batch. Et donc là, il est reparti. Je pense qu'il ne va pas faire grand chose, mais il est reparti pour me rebuilder l'image. Et là, on n'a pas le détail justement des modules qu'il a lancés parce qu'il a lancé un seul module. Ok. Et si on a une lib partagée maintenant, comment ça fonctionne? Typiquement, j'ai un module, mais qui n'est pas vraiment, qui n'est pas une image Docker que je veux déployer à la fin, mais qui contient des méthodes utilitaires, des classes utilitaires, etc. Et bien, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le prochain commit. Ici. Ok. Donc, prochain commit. Checkout. Et là, globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une lib qui s'appelle common lib, très original. Donc j'ai ajouté un petit pom.xml avec pas grand-chose dedans. Et du coup, j'utilise cette common lib ensuite dans mon module API et dans mon module batch, juste ici. Voilà. Bon, jusque-là, rien de fou. J'ai rajouté ma common lib dans mon pom parent. Et donc, je peux essayer de builder mon image, par exemple, compile pl, donc batch. Bon, je vais juste builder mon module batch. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va pas fonctionner parce que, en plus de devoir builder donc le module batch, il faut aussi que je compile quand même mon module de common lib. Donc pour ça, c'est propre à Maven, mais je rajoute le petit flag -am pour lui dire bon, tu vas me builder le module batch, mais tu vas aussi me builder tous les autres modules dont mon module batch dépendrait. Et donc là, en l'occurrence, common lib. Donc on est parti. Ah, on a une autre erreur. Là, en fait, là, c'est vraiment une erreur au niveau de gib qui nous dit j'arrive pas à trouver une main class pour le module common lib. Et c'est parce qu'en fait, justement, par défaut, il va essayer de builder une image Docker pour chaque module qu'il va trouver dans le repo. Sauf que là, en l'occurrence, la common lib, c'est pas une image Docker, c'est juste des méthodes utilitaires. On n'en a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin d'une image Docker à la fin. Donc, ce qu'il faut lui préciser, c'est via le commit suivant, dans le pom parent. Pardon, pas dans le pom parent, dans le pom de la common lib, il faut préciser la configuration de gib en lui disant que
on ne veut pas définir d'image Docker, on ne veut pas construire d'image Docker pour ce module-là, vu qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Et donc là, on voit que ça fonctionne pas mal pour le monorepo, parce que si vous avez une dizaine de modules, par exemple, on construit nos images assez facilement, on peut avoir des libs communes, etc. Et donc ne pas builder des images non plus pour chacun des modules, mais pouvoir builder quand même pour presque tous les modules assez facilement et de manière assez propre. Ok, je vous propose maintenant un petit retour d'expérience. Alors j'ai mis le logo de Leroy Merlin parce que quand j'ai fait la migration, concrètement j'étais chez Leroy Merlin, mais je suis chez ADO, c'est la famille, j'ai pas changé de projet, c'est à peu près pareil, mais j'ai oublié de mettre à jour les slides. Et donc nous, on a mis en place ça au sein d'un domaine qui s'appelle le Customer Delivery et qui comporte globalement une dizaine de produits à peu près. Et alors la première chose, c'est que la migration, elle a été assez simple et assez rapide. Alors oui, je sais, ça fait un peu Gib, c'est trop bien, c'est génial, mais très honnêtement, la migration n'a pas été compliquée. En fait, une fois qu'on a compris un peu la configuration, donc il y a cette petite courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on comprend la configuration, comment ça fonctionne, etc., ça se dépile hyper facilement sur tous les autres modules. Nos images ont été déployées en prod, donc il y a plus de 50 applications au moment où j'avais initialement fait ce talk, c'est peut-être un petit peu plus aujourd'hui, et pas de problème spécifique lié à Gib directement. Ça s'est plutôt bien passé et on s'est rendu compte que c'est justement assez efficace sur les projets multimodules pour, d'un point de vue CI/CD justement, d'avoir une configuration qui est partagée à un seul endroit dans le dans le repo, à la racine du repo, voilà, je cherchais le terme, et on n'a pas besoin de définir un Dockerfile ou une configuration par module qu'on a. Donc, maintenant que j'ai fait toutes les éloges de Gib, il faut aussi que je vous parle des limites, parce que forcément, c'est pas parfait, sinon ça serait trop beau. Alors, la première chose, c'est que c'est un peu moins flexible que Docker, parce qu'il y a des instructions qu'on va pas pouvoir utiliser. Par exemple, on peut pas utiliser l'instruction run parce que ça impacterait en fait la reproductibilité. Donc, c'est quelque chose qui est aussi voulu par Gib, puisque par exemple, si je fais un apt update ou un apt install, typiquement, peut-être que j'ai pas la même version qui va être installée entre deux images quand je vais faire mon build, donc c'est pas reproductible. L'instruction stop signal non plus, elle n'est pas dispo. Bon, après, stop signal, je ne sais pas qui l'a utilisé ici déjà. Moi perso, jamais. Mais c'est quand même bon à savoir. C'est moins flexible que du Docker. Et surtout, c'est propre à Java. Donc, si vous avez un monorepo, un multimodule, etc., mais que vous avez des fronts ou que vous avez d'autres langages, forcément, il vous faudra un Dockerfile. Donc, c'est pas la solution miracle si vous avez d'autres langages à côté. Il y a des alternatives qui existent pour Node.js, il me semble, mais j'ai pas testé, donc je peux pas trop m'avancer sur le fonctionnement. Autre inconvénient du coup avec Gib, c'est qu'on perd des métadonnées quand on build les images, parce qu'on le voit par exemple, la date de construction, c'est plus la vraie date de construction, on a plus le moment exact où on a buildé l'image. Alors après ça c'est un petit peu limité par le fait que sur la registry, quand on va push l'image, on aura la date de push dans tous les cas. Donc c'est pas un si gros problème, je dirais, à mon sens, mais c'est quand même important de le souligner, je pense. Et le dernier inconvénient, selon moi, c'est que donc on n'a pas de support du rebase. Et le rebase, qu'est-ce que c'est très rapidement, c'est une fonctionnalité qui permet, si je veux mettre à jour mon image de base Docker, par exemple, je suis sur une Ubuntu 22 et je veux passer sur une Ubuntu 24, plutôt que de devoir rebuilder mon image, parce qu'en fait, avec le mode de fonctionnement des layers Docker, si je change mon image de base, tous les autres layers sont invalidés. Le rebase en fait vient contourner un peu ce mécanisme où vous vous souvenez l'image, comment fonctionne une image, c'est une archive. Donc en fait le rebase ça permet juste de pimper un peu l'archive pour seulement changer la référence vers l'image de base et ne pas avoir à rebuilder l'image dans son entièreté et repush des layers qui au final n'ont pas changé. Et ce que je dis, c'est que justement, on était à ça de pouvoir le faire parce que, comme Gib construit lui-même l'archive, etc., il y aurait peut-être eu un mécanisme possible sur le rebase, mais c'est pas quelque chose qui est supporté. Donc, petit duel final pour comparer justement Gib avec Docker. Donc d'un point de vue reproductibilité, là il n'y a pas photo. Gib met malheureusement une grosse droite à Docker, parce qu'avec Docker c'est possible, mais il faut bien gérer, il y a plein de choses à prendre en compte, et ça peut très vite se transformer en la reproductibilité ne fonctionne pas vraiment.
Donc voilà, avec Gib, c'est géré de manière native et on n'a pas à se prendre la tête avec ça. Le deuxième point, c'est la détection automatique du code et la construction automatique de l'image. Donc avec Docker, on l'a vu, c'est impératif. On doit lui dire la recette, comment on veut construire l'image, etc. Il ne détecte pas les potentielles spécificités qu'on aurait, etc. Alors qu'avec Gib, c'est fait de manière un peu native aussi. Pareil, quand on build une image Docker avec Docker, on a besoin du démon Docker. Au-delà d'avoir la CLI installée, il faut aussi avoir le démon qui tourne. Et donc on l'a vu dans des contextes de CI/CD, parfois ça peut poser problème dans du GitLab CI ou si on est dans GitHub Actions, mais qu'on a un runner qui tourne dans un pod cube, parce que c'est possible. On pourrait avoir ce type de problème-là en fait. Alors qu'avec Gib, on n'a pas besoin de démon Docker, donc pas de problème. Et le dernier point par contre, Docker se défend bien, mais Docker, c'est multilangage, c'est universel. On peut faire du Go, du Python, du from scratch, on peut faire vraiment n'importe quoi. Alors qu'avec Gib, on l'a vu, c'est spécifiquement lié à Java et pas à d'autres technos. Et on n'a pas de support du rebase non plus dans les deux cas par contre. Donc le mécanisme dont je vous ai parlé pour pouvoir changer l'image de base sans invalider tous les layers. Et ça, ce point-là, justement, je me suis permis de le mettre parce qu'en fait, il y a des build packs qui existent et qui sont une autre techno, justement, en complément à Gib et qui permettent globalement d'avoir la reproductibilité, de détecter automatiquement aussi le langage qu'on utilise et de builder, du coup, l'image appropriée. L'inconvénient, du coup, par rapport à tout le reste, c'est que je trouve que c'est une interface, une CLI qui est un peu plus lourde, un peu plus compliquée, etc. Et on a besoin de Docker, là, pour le coup. Donc, si vous avez des problématiques dans la CI/CD avec Docker, justement, ça ne solutionnera pas ça. Mais ça gère le rebase. Ça gère bien le rebase. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? La première chose, c'est qu'une image Docker, en fait, au final, c'est juste une archive. On peut très bien la construire sans même avoir Docker. Donc, on peut construire une image Docker sans Docker. Un jar sur une appli Java, ça représente, le code source, au final, ça représente même pas 1% du jar final, peut-être un peu plus en fonction des spécificités, mais de manière générale, ça représente vraiment pas grand-chose. Et Gib permet du coup de gérer hyper facilement la reproductibilité et de manière un peu plus large aussi l'optimisation des layers et des différents fichiers qu'on aurait changés sans avoir à rebuilder à chaque fois tout, dont les dépendances, alors qu'en fait les dépendances n'auraient pas changé. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous avoir donné envie d'essayer du coup cet outil. Je vous ai mis tous les liens justement, le repo de la démo, le repo officiel de Gib, etc. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, c'est maintenant, je pense qu'on a quelques minutes. Oui. Ok. Je répète la question quand même. Donc la question c'est est-ce que ça complexifie pas le pom.xml? Alors ça rajoute un petit peu de configuration, mais au final en général il n'y a pas besoin d'aller de manière très poussée dans la config et de rajouter plein de choses justement. Donc de manière générale c'est je dirais une dizaine de lignes comme on l'a vu, tout au plus 15, et c'est défini dans le pom parent. Donc si tu es en monorepo justement, bon, c'est souvent le pom parent aussi qui est un peu plus gros, mais ça ajoute un petit peu de complexité, mais je trouve pas des masses. Même dans l'expérience de dev, au final, c'est un coup à prendre. Les devs doivent savoir ce que c'est forcément, donc un petit peu de doc, c'est jamais inutile. Mais globalement, je trouve pas que ça rajoute autant de complexité que ça. Oui. Oui, la question c'est est-ce que c'est uniquement Java ou tout écosystème JVM? J'imagine que tu penses par exemple à Kotlin ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça fonctionne aussi avec Kotlin justement. C'est vrai que c'est pas Java mais plutôt JVM, on va dire. Donc Maven, Gradle. Si ça fonctionne avec Maven, Gradle, ça fonctionnera. Gib fonctionnera normalement.
Merci beaucoup.